Tahiré de nous montrer qui surveillait, qui traitait, comment le faire. Merci. Merci beaucoup, Siziane. Alors, on m'a demandé de parler de la stéatose, qui surveillait, qui traitait et comment. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier encore Sibn Hayoun, tout le bureau de la GPC pour l'organisation et pour la qualité des thématiques. Et donc, c'est une thématique qui est très importante. Je pense que beaucoup attendent est-ce qu'il y a du nouveau concernant le traitement de la stéatose et quand est-ce traité. Alors, je vais faire la synthèse de deux recommandations. En fait, la recommandation américaine, il y a deux types de recommandations. Il y a une prise de position conjointe entre la Société américaine des pathologies et la Société américaine d'endocrinologie. Ça a été publié en 2022. Et une deuxième recommandation qui est une prise de position unique de la SLD. Et vous allez voir que les deux recommandations se regroupent. Alors, en guise d'introduction, je vous apprends rien en vous disant, je vais me répéter par rapport à ce qu'a dit le professeur Ben Azouz, la mafaldie, c'est une pathologie qui est très fréquente. 25% de la population mondiale a une stéatose. Elle est associée avec le diabète, l'HTA et l'obésité, et elle pose un problème thérapeutique. Alors, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas de traitement pour la stéatose qui est approuvé par la FDA. On pourrait s'arrêter là, mais il y a des opportunités thérapeutiques qui s'ouvrent par le traitement du diabète et le traitement pharmacologique de l'obésité. Alors, je pense que cette diapositive a été faite par le professeur Ben Azouz. Alors, en fait, pour parler de traitement, il faut parler de bilan préthérapeutique, il faut stratifier les risques, il faut classer les patients, risque intermédiaire, risque élevé et risque minime de fibrose, et on commence toujours par un FIB4. Alors, moi, je suis pas très d'accord qu'on garde le FIB4 que pour les super obèses et les diabétiques, parce que ça ne coûte rien. Quand on trouve une stéatose, quand on fait une échographie, on trouve une stéatose, le minimum qu'on demande, c'est des transaminases, une numération, et on a l'âge. Et non, je sais, c'est pas vous, c'est les recommandations. Là, on est en train de travailler sur une prise de position avec la société d'endocrino et la société de cardio, où on devrait faire automatiquement ce calcul-là, parce que ça ne coûte rien et ça pourrait détecter des fibroses. C'est vrai que le taux de fibrose chez les diabétiques et les super obèses de fibrose, il est très, très haut, mais ça ne veut pas dire que dans la population générale, la fibrose avancée, elle est à 0%. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, on fait un FIB4. Si vous êtes en dessous de 1,30, ça répond à la première question. Il faut juste faire une surveillance. Alors, ça dépend. Est-ce que vous avez un diabète ou pas de diabète? Est-ce que vous avez deux facteurs métaboliques ou pas? Si vous avez de l'HTA, une dyslipidémie, et si vous avez autre chose, donc vous allez avoir une surveillance plus serrée. Ça veut dire tous les 1 à 2 ans, vous allez refaire votre FIB4. Si vous n'avez pas de diabète et vous n'avez pas deux cofacteurs biologiques, à ce moment-là, métaboliques, vous allez faire le FIB4 après 2-3 ans. Alors, les possibilités thérapeutiques, comme je l'ai déjà annoncé, et si on se limite à la lecture simple des recommandations américaines, et c'est les recommandations de 2023, regardez ce qu'ils disent, il n'y a pas de traitement approuvé par les FDA. Mais, il y a un grand mais. Ils disent que on peut utiliser les médicaments pour les comorbidités associées. Ça veut dire que on a la chance ou la malchance, quand on a une mafaldie, on a du diabète, on a de l'obésité et on pourrait utiliser ces médicaments-là. Les médicaments qui sont utilisés, qui ont l'AMM pour le diabète ou pour l'obésité, pour traiter ces patients-là. Alors, on commence par le commencement et la question éternelle et des patients et des médecins, quel régime recommandé pour les patients? Et en fait, les recommandations américaines nous font l'honneur de dire que c'est le régime méditerranéen qu'il faudrait adopter. Ils le répètent. Ils disent qu'il faudrait avoir un déficit calorique. Ça veut dire que ce qui est important, c'est il y a aussi la qualité, mais c'est important la quantité de calories que le patient ingère. Bien sûr, il faut limiter les sucres, il faut limiter les lipides saturés. Il faut préférer un régime enrichi en fibres, en lipides non saturés. Et quelque chose qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que là, ils disent qu'il faut prendre du café. Comme beaucoup de gens me disent que je commence à être un peu obèse, je leur dis que je bois du café.
Donc, en gros, ça protège le foie et c'est une recommandation de la société américaine. C'est très important, cette baisse de poids, parce qu'on sait depuis 2015 que la baisse de poids est le meilleur traitement qu'on a. Il n'y a aucun médicament où vous avez la régression de la fibrose à 45%. Quand vous perdez 10 poids du poids corporel, ben vous avez une régression de la fibrose dans 45% des cas. Déjà à 5% de perte de poids, vous avez une amélioration de la stéatose. Entre 7 et 10%, vous avez une amélioration de l'activité. Et au-delà de 10%, vous avez la réversion de la fibrose. Alors que vous allez voir que les meilleurs médicaments dont on dispose actuellement, ils diminuent la progression de la fibrose, mais on n'arrive pas à réverser la fibrose, chose qu'on a avec la réduction du poids. Alors l'abstinence alcoolique, ça c'est quelque chose qui a été rapporté par la SLD. Il faut absolument insister sur l'abstinence alcoolique à partir de F2. Vraiment, il faut absolument pas prendre aucune goutte d'alcool. Alors pendant longtemps, toutes les recommandations, que ce soit de l'ISEL, que ce soit les recommandations asiatiques ou de la SLD, avant celle de 2022, on n'avait que la vitamine E et on n'avait que la pioglitazone. Et en fait, la vitamine E, elle est donnée à la dose de 800 unités par jour. Elle est indiquée quand vous avez une NASH chez les patients qui sont non diabétiques et non cirrhotiques. Elle améliore la NASH, mais on n'a pas de preuve qu'elle améliore la fibrose. Et beaucoup de médecins et de malades sont réticents pour la prise de vitamine E à cause des risques d'AVC hémorragique et de la grande polémique concernant la survenue de cancer de la prostate. Mais avec ça, elle a été maintenue dans les récentes recommandations de l'ASLD, où ils disent qu'on peut donner de la vitamine E chez des patients qui sont sélectionnés, mais bien sûr non diabétiques et non cirrhotiques. Alors, pioglitazone, il n'existe pas au Maroc. Il est donné à la dose de 30 à 45 mg. On le donne essentiellement pour la NASH avec diabète. Il peut améliorer la stéatose et l'activité. Il a un effet non confirmé sur la fibrose et il a un effet paradoxal. C'est bizarre qu'on puisse donner un traitement, en fait, pour quelqu'un qui est souvent obèse et qui va donner comme effet secondaire aussi une augmentation du poids. Donc, il y a cet effet secondaire de prise de poids et il y a aussi des poussées d'insuffisance cardiaque. Avec ça, ça a été maintenu dans les recommandations américaines de 2023. On dit que on peut donner ce traitement NASH prouvé quand vous avez un patient qui est diabétique. Alors, je vais insister, là, je vais attaquer le fond du topo. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Et là, vous avez des nouveautés qui sont très importantes. Vous avez les analogues de récepteurs GLP-1. Alors, c'est quoi ces récepteurs, ces analogues de récepteurs GLP-1? En fait, c'est le liraglutide qui existe au Maroc. On a le liraglutide au Maroc. Ça s'appelle le Victoza. C'est un stylo qui donne des doses de 0,6 mg. D'accord? Et il y a une autre formulation pour le liraglutide qui a l'AMM au Maroc, mais il a encore un problème de prix. Donc, je pense qu'il va arriver vers la fin de l'année. Donc, liraglutide, on a au Maroc. Sémaglutide, on n'a pas encore au Maroc. Donc, le mécanisme d'action, c'est une réduction des taux circulants du glucagon, une diminution des prises alimentaires, un ralentissement de la vidange gastrique, une préservation des cellules bêta-pancréatiques, une augmentation de la synthèse de l'insuline et une stimulation de l'insuline de façon dépendante de la glycémie. Donc, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie parce que souvent, quand on dit on va donner un traitement pour la NASH chez quelqu'un qui n'est pas diabétique, on se dit on va donner des hypoglycémies. Ça ne peut pas donner d'hypoglycémie en dehors d'associations médicamenteuses. Et il y a bien sûr l'effet in fine, c'est une réduction de la masse grasse et du poids corporel. Donc sur le plan physiopathologique, donc il va agir sur toute cette manette-là et il va donner une perte de poids de 1 à 6 kilos, une diminution de l'hémoglobine glyquée de 0,8 à 1,8%. Et il y a un élément majeur, c'est la réduction des événements cardiovasculaires. Ça veut dire on a 12% de moins d'infarctus, chose qui est très importante. Alors, c'est un traitement qui a été popularisé par les endocrinos. Ils le donnent de façon régulière. Il y a un profil de safety qui est intéressant. Et ils ont constaté, comme effet non attendu, c'est pas un effet indésirable, mais un effet non attendu, qu'il y a une perte de poids. Et je vous ai montré la diapositive où la perte de poids est quelque chose de très important. Quand vous commencez à perdre à partir de 10%, vous allez avoir
une amélioration de la fibrose, mais à partir de 5%, vous améliorez la stéatose. Et regardez cette étude-là, c'était une étude de prospective qui a comparé 142 patients sous liraglutide 3 mg, et là c'est la présentation qui est spécifique à l'obésité. Il y a deux présentations, il y a une présentation pour les diabétiques, une présentation pour les obèses, et celle-là c'est à 3 mg. On a comparé ça on a donné ça pendant 56 semaines. Il faut voir que, regardez ici, le liraglutide a été donné de façon progressive. On commence par 0,6, on augmente toutes les semaines. Parce que si vous donnez les 3 mg dès le départ, vous faites carrément une constipation, parce que ça paralyse le tube digestif et ça peut donner des vomissements et une constipation sévère. Et regardez la comparaison, donc il a été fait sur 56 semaines. Et regardez les courbes de poids, elles sont très différentes. Vous avez une perte de poids au moins de différentiel de 5%. Et regardez, 61% des patients qui étaient sous liraglutide, ils ont perdu plus de 5%. Vous avez 30% qui ont perdu plus de 10% de poids et 18% qui ont perdu plus de 15% de poids. Alors, on a la preuve que ça fait une perte de poids, mais est-ce qu'on a la preuve que ça marche sur le foie? Est-ce qu'il y a une amélioration histologique? Alors, il y a une étude qui a été publiée en 2016 dans le Lancet. C'est une étude prospective randomisée avec biopsie. On a donné le liraglutide à 1,8 mg sous-cutané versus placebo, 26 patients dans chaque bras, et le traitement a été donné pendant 48 semaines. Alors, la résolution de la NASH a été observé dans 39% des cas dans le bras liraglutide par rapport à 9% dans le bras placebo, et il y avait la progression de la fibrose que dans 9% des cas par rapport à 36% dans le groupe placebo. Vous voyez qu'il n'y a pas de réversion de la fibrose, mais il y a juste un ralentissement, il y a moins de progression de la fibrose dans le groupe liraglutide. Alors, sémaglutide, donc je vais y aller très rapidement parce qu'on n'a pas encore cette molécule au Maroc, mais il faut savoir que c'est une molécule avec laquelle maintenant les cardio et les endocrinos travaillent beaucoup parce que c'est une molécule pour eux qui est miraculeuse et je pense qu'elle va révolutionner la NASH. C'est une étude de prospective randomisée, 16 pays avec presque 2000 patients. Et la sémaglutide a été donnée à 2,4 mg en sous-cutané pendant 68 semaines. Alors regardez, c'est des patients qui sont obèses, soit avec un BMI de plus de 30, soit un BMI plus de 27 avec des comorbidités. Et regardez ici, les résultats sont univoques. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une molécule où vous avez une perte de plus de 20% du poids corporel dans le tiers des cas. C'est-à-dire que vous perdez 20 kilos quand vous pesez 100 kilos, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas d'autres molécules qui a ce genre de résultats. Je pense que ça peut donner des idées pour les gens qui sont en obésité. Mais regardez, quasiment tous les patients, 92% ont une perte de poids de plus de 5%, 74% une perte de poids de plus de 10%, et la moitié, au-delà de la moitié, avait une perte de poids au-delà de 15%. Donc, on a vu que on a vraiment besoin de 10%. Alors, les résultats, vous avez moins 12% de poids corporel, vous avez aussi moins 9 cm de tour de taille, vous avez moins de pression artérielle avec un P qui est significatif, et vous avez accessoirement une amélioration de la qualité de vie qui est mesurée par le SF36. Alors, il y a une étude avec histologie pour le sémaglutide, 320 patients. Alors, on a essayé le 0,1, le 0,2 et le 0,4 avec à l'inclusion des NASH avec biopsie F1, F2, F3. Et en fait, regardez, il y a une amélioration de la NASH, ça veut dire qu'il y a moins d'activité dans 59% des cas par rapport à 17% dans le placebo, mais il n'y a pas d'effet sur la fibrose. D'accord? Alors, si on met ça dans une méta-analyse, ça vous fait, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2021. Alors, si on prend tous les analogues de la GLP-1, il y a une amélioration, un effet certain sur l'amélioration des transaminases, un effet sur le pourcentage de graisse si on le calcule par les techniques d'IRM, il y a un effet sur la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, mais il n'y a pas d'effet sur la fibrose. D'accord?
Donc ça, c'était le premier groupe. C'est la première classe qui est très intéressante pour nous, gastro-entérologues, mais qui est aussi intéressante pour les endocrinos. Deuxième classe, c'est les inhibiteurs de la SGLT2. Alors, c'est des molécules, là encore, qui existent au Maroc. Le dapagliflozine, ça existe au Maroc. L'empagliflozine, ça existe au Maroc. Elle est utilisée par les endocrinos tous les jours. D'accord? C'est un mécanisme d'action qui est différent. Là, on va perdre du glucose à travers les urines. On va faire une glucosurie. On va perdre 60 grammes de glucose dans les urines. Et donc, ça vous fait une perte calorique et ça vous fait une perte de poids. Donc, la perte de poids est moins prononcée, 2 à 3 kilos. Diminution de l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 0,8. Il y a une réduction des événements cardiovasculaires majeurs, ça veut dire moins d'infarctus, c'est ce qui a été vu aussi par les analogues GLP-1. Il y a une réduction des hospitalisations par insuffisance cardiovasculaire de 30 à 35% des cas et une réduction de la progression de l'insuffisance rénale chronique. Et ça, c'est aussi un intérêt de cette classe. Alors, regardez les études qui ont été faites par cette classe-là. Alors ça, c'est une étude qui a inclus 75 patients dans chaque bras. On a pris des diabétiques de nouveau, ça veut dire qu'ils n'ont pas de traitement. On les a mis soit sous dapagliflozine, soit sous placebo. Et regardez, il y a une amélioration bien sûr du poids qui est significatif, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une amélioration des transaminases de façon significative. Deuxième étude, on n'a pas d'étude avec histologie avec les inhibiteurs de la SGLT2, mais vous avez ici une étude avec le CAP et le FibroScan. Donc là, ils ont pris 63 patients, 28 patients dans le groupe contrôle et 35 patients dans le groupe dapagliflozine. Et regardez, ils ont calculé le CAP, quoique le CAP maintenant, on commence à l'abandonner. Mais il y a aussi une amélioration des mesures d'élasticité. Alors, c'est significatif pour le groupe dapagliflozine par rapport au groupe placebo. Alors, une dernière étude avec l'empagliflozine, et ça, c'est des patients qui ne sont pas diabétiques, 10 mg versus placebo, groupe 1, 43 patients, groupe 2, 47 patients, durée 24 semaines, et on a évalué par le CAP et par l'élasticité du foie, et regardez ici, encore une fois, amélioration du CAP et amélioration des chiffres d'élasticité hépatique. Alors, si on met ça encore sur une méta-analyse, c'est significatif sur les alates, sur les gamma-GT, sur la stéatose, mais c'est pas efficace sur la fibrose. Très bien. Alors, je ne pouvais pas parler des thérapeutiques qui sont accessibles pour la stéatose sans parler des phospholipides essentiels. C'est un produit qui va être commercialisé dans 2-3 semaines au Maroc. En fait, c'est pas un médicament, c'est pas du tout un médicament, c'est un adjuvant alimentaire. C'est un extrait purifié de soja qui contient une molécule qui s'appelle la DLPC avec une forte concentration. Il faut savoir que notre corps, quand il fabrique des phospholipides ou quand on ingère des phospholipides, en fait, ça contient de la DLPC mais avec une concentration minime. Là, c'est un extrait qui est purifié en DLPC et en fait, comme les molécules, toutes les cellules et toutes les membranes de cellules sont faites de phospholipides, quand vous donnez des DLPC, donc il y a une incorporation aux parties lésées de la membrane avec une amélioration de la régénération hépatique, donc c'est un hépatoprotecteur et ça améliore la fluidité et la fonction membranaire. On a plusieurs études in vitro concernant son effet antioxydant, antifibrosant, anti-apoptotique, de la protection cellulaire et de la régulation lipidique. Bon, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite sur toutes les études qui ont été faites avec les EPL, mais sachez que, par exemple, en 2021, il y a une revue de la littérature qui a été publiée. On a 17 études avec soit NAFLD sans comorbidité, 11 études, NAFLD avec comorbidité, 6 études, à une dose entre 1 et 1,8 grammes par jour, et des durées qui sont entre 1 mois et 24 mois. Et toutes les études, il y a une amélioration constante du tableau clinique, des paramètres hépatiques et de l'échographie abdominale avec un excellent profil de safety. Je rappelle, c'est pas un médicament, c'est juste un adjuvant alimentaire. Et donc, il y avait très peu, mais vraiment très peu d'effets secondaires, diarrhée, céphalée, vertige, mais c'était exceptionnel sur les études qui ont rapporté le profil safety. Alors, comment on traite
la stéatohépatite, là, je fais allusion aux anciennes recommandations, parce que déjà les recommandations, quand elles ont 2 ans, on commence à dire qu'elles sont anciennes. Ça, c'est les recommandations japonaises qui avaient parlé pour la première fois. Ils ont introduit cette notion d'utilisation des SGLT2, des inhibiteurs SGLT2 et les analogues GLP1 en 2020. Et regardez ici, ils disent qu'il faut avoir une biopsie. Il faut avoir une biopsie pour dire que c'est une NASH. Et du moment que vous avez un diabète, vous pouvez utiliser soit le pioglitazone, soit, on a dit, les analogues GLP1, soit les inhibiteurs de la SGLT2. Alors, les recommandations américaines, on a dit qu'il y avait 2 recommandations. Des recommandations de l'association d'études du foie avec les endocrinos, et c'est celle de 2022. Et il dit, chez le diabétique, quand vous avez une NASH, et il considère que c'est une NASH, du moment qu'il y a juste une élévation des transaminases. Ibn Azouz, il l'a déjà dit, vous avez une élévation des transaminases, vous avez des marqueurs non invasifs ou vous avez une biopsie du foie, vous donnez les 3 molécules, soit pioglitazone, soit les analogues de récepteurs, les 2 molécules, pioglitazone ou analogues de récepteurs GLP1. Alors, quand vous avez juste une maphildie, ça veut dire que vous n'avez pas de certitude qu'il y a une fibrose avancée, ça veut dire qu'il y a un risque minime de fibrose, bah vous donnez pioglitazone, analogue récepteur GLP1 ou inhibiteur de la HTL2. Alors, quand vous avez une NASH ou une aphildie chez l'obèse, là, il faut utiliser soit le liraglutide, soit semaglutide. Et là, c'est des molécules qui ont l'AMM et chez le diabétique et chez l'obèse. Je vous ai dit qu'il y a une présentation pour l'obèse, pour le liraglutide à 3 mg. Alors, les recommandations américaines, ça c'est la position unique, c'est la position de l'ASLD. Regardez ici, quand vous avez un bas risque, ça veut dire que vous avez un FIB4 en dessous de 1,3. D'accord? Et vous avez un diabète. Ils disent qu'on peut, même si on est en dessous de 1,3, on peut considérer un traitement par analogue ou par SGLT2 ou par bioclidazole. Ça veut dire il faut juste coordonner avec votre endocrino pour lui dire, voilà, donc à chaque fois qu'on a une stéatose, même si le FIB4 il est en dessous, on peut considérer ce genre de thérapeutique. Alors quand on est en risque intermédiaire ou en risque élevé, regardez, c'est une recommandation, regardez, considérer fortement. D'accord? Il faut considérer fortement ces molécules. À ce moment-là, on ne donne plus les inhibiteurs de la SGLT2, mais on donne uniquement les analogues de la GLP1 et le pioglitazone. Alors, quand vous avez une aphildie avec une obésité, ça c'est la même chose. Quand vous avez un bas risque, vous pouvez, là encore, considérer un traitement par liraglutide ou semaglutide. Et quand vous avez un risque qui est modéré ou élevé, c'est recommandé fortement. Donc, regardez comme quoi on peut, même si on n'a pas de traitement qui est approuvé par les FDA pour la stéatose, on pourrait contourner par l'utilisation des molécules qui ont l'aval dans le traitement, que ce soit pour le diabète ou pour l'obésité. Alors, les recommandations de 2023 disent noir sur blanc qu'il n'y a aucune indication dans la NASH des molécules suivantes, metformine, acide urso, DDP4, statine et silimarine. Donc, il n'y a absolument aucune indication et donc leur sort est entériné. Alors, j'aime bien ce diagramme de la Société japonaise de gastro-entérologie. En fait, c'est les recommandations de 2021 où ils mettent le patient au centre avec les pathologues d'un côté, l'endocrino d'un côté, le cardio de l'autre côté et le diététicien. Mais moi, je dirais plus, il faudrait que les pathologues deviennent un peu endocrino et que l'endocrino devienne hépatologue parce qu'on va utiliser quasiment les mêmes molécules. Alors, le traitement des maphildis, maintenant, vous avez vu, il y a une nouvelle aire thérapeutique qui est en train de s'ouvrir. On peut utiliser les molécules, traitement pharmacologique, de l'obésité et du diabète dans ces indications-là. Il faudrait qu'il y ait une coordination parfaite entre les pathologues et l'endocrinologue. Et je vous remercie. Merci, professeur Taheri. Vous m'avez réconforté. J'avoue que la NASH est une pathologie très difficile à gérer dans un cabinet médical. Très difficile.
Alors, on va coupler les questions pour professeur Benazzouz et professeur Tahiri. À vous la salle. Professeur Iman Belbordadi. Moi, la question que je vais poser, ou les questions, c'est pour vous deux. J'ai toujours appris que la NASH, sans diagnostic, il est histologique. D'accord? Ce que j'ai appris maintenant, c'est que ça peut être une NASH sur uniquement des transaminases élevées et avec une stéatose. Là, pour nous, quand on avait la stéatose avant à l'échographie, on disait, on fait le bilan hépatique, et si on trouve que les transaminases étaient élevés, c'est peut-être une NASH, on doit aller vers la biopsie. Maintenant, sur ce que vous avez présenté, vous n'avez pas parlé de la biopsie, et de temps en temps, vous parlez de NASH. Ça, éclaircez-nous sur ce point. On m'a demandé de parler de marqueurs non invasifs. J'ai Tout compris. simplement, maintenant. Là, j'ai compris. Non, je rigole. Pour la salle, pas uniquement pour la salle. Moi-même, c'est une confusion pour moi. Est-ce qu'on garde la biopsie pour ce qui est NASH, quand on la suspecte, premièrement? Donc, je réponds à celle-là rapidement. D'accord. Tu as vu, lorsque j'ai parlé des marqueurs non invasifs, et selon les dernières recommandations, il y a des cas où on ne va pas aller à la biopsie. Exemple, j'ai un malade qui n'a pas de facteur de risque, qui n'a pas de facteur de risque cardiométabolique important, il cumule moins de 2 facteurs, il n'est pas diabétique, il n'est pas obèse, et c'est quelqu'un qui a un FIB4 inférieur à 1,3. Je pense que ce malade n'a pas à faire de biopsie, et c'est juste, on va l'accompagner, on va le conseiller, on va le surveiller, à moins s'il y a une autre maladie associée, si on suspecte une comorbidité. Je parle du malade qui n'a que ça. Le deuxième profil, chez le malade qui viendra vous voir et chez qui vous faites une écho, vous trouvez un phosphatéatose. Sur le bilan initial, vous trouvez qu'il y a des mouvements de transaminase, il y a quand même un profil de patient qui a des facteurs de risque cardiométabolique. Vous faites un FIB4, il est supérieur à 1,3. Il est à 2,6, il est à 3. Ce malade est à très haut risque de fibrose. On fera un test non invasif de manière séquentielle pour voir, parce que, tu sais, la valeur prédictive positive, et je l'ai bien montré, n'est pas très élevée de ce test à lui seul. Sa valeur prédictive négative est bonne, mais sa valeur prédictive positive est down. Notamment de manière générale, et si tu prends les extrêmes en âge, c'est encore pire. Eh bien, tu vas pas mettre un pronostic sur un patient avec un FIB4 et tu diras qu'il a cirrhotique et tu vas le mettre dans la surveillance de cirrhose. Non, tu dois ajouter quelque chose de plus, de manière séquentielle. Tu ajouteras un ELF, tu ajouteras un fibroscan par élastométrie ou carrément de la résonance magnétique, c'est la meilleure, mais il n'est pas disponible, il n'est pas accessible, donc on va se contenter de coupler un sérologique et un de ce que nous avons, de l'élastométrie, donc impulsionnelle, parce qu'il est disponible, il n'est pas invasif. Et malheureusement, l'IRM, c'est mieux, mais on n'a pas de disponible un peu partout. Et en fonction des résultats, soit les deux tests sont concordants, et on ira sur une surveillance, on ne fera pas de biopsie. Soit qu'ils sont discordants, on suspecte une autre maladie associée, parce que le bilan fait que probablement il y a quelque chose d'autre, il a une cholestase très importante, malade qui a une transaminase à 50, mais il a une cholestase très importante. Ça, c'est inhabituel dans une NASH. Ah, je dirais, attention, il faut que je fasse une IRM, il faut que je regarde, et il se peut que j'aille à une biopsie. Donc, chaque fois qu'il y a une discordance entre les éléments du puzzle que tu as devant toi, ou tu suspectes quelque chose d'autre que la maladie métabolique, eh bien, c'est la biopsie qu'on fera. Dans les essais cliniques aujourd'hui, pour mettre un traitement visant la NASH, on a besoin d'une biopsie. Obligatoire, tout simplement. Pourquoi? Parce que ni tous les moyens que j'ai cités n'évaluent que la fibrose. Ils n'ont jamais évalué l'activité. La stéatose, la NASH, c'est la ballonisation. On la voit pas, un fibroscan. C'est la nécrose, c'est la réaction inflammatoire. On la voit pas sur un fibroscan, ni sur un FIB4.
Ces tests évaluent la fibrose. Nous, c'est la stéatohépatite. La stéatohépatite est encore, au jour d'aujourd'hui, un diagnostic histologique. Non, mais C'est ce on que peut je faire voulais plus savoir. simple. Mais Parce on que- peut Parce que suspecter c'est le lit chez le des diabétique, cirrhoses, par c'est exemple. le lit de CHC, c'est le lit de pas mal de choses. Donc, NASH reste quand même un Pour terme l'instant, un diagnostic histologique. histologique, tout à fait. Maintenant, je reviens. Vous avez dit peut-être c'est une NASH. Et donc, malgré ça, on va traiter. Est-ce Non, mais- que, monsieur non, mais- Taheri, vous traiterez une suspicion de NASH sans Sans biopsie? biopsie. Voilà. Ça, ma c'est les question. recommandations. Chez un diabétique, oui, il n'y a aucun problème. Oui, on Si peut vous le avez faire. quelqu'un qui est diabétique, qui a des transaminases élevées On peut. et qui a une fibrose avec 2 tests non invasifs qui sont On peut y concordants, en fait, c'est la discordance qui pose problème. Quand vous avez quelqu'un avec un fibre à 3 et avec 7 ou 8 l'élastographie, donc ça, c'est un problème. Donc la discordance, là, il faut... Madame Bردadi, il y a aussi une chose importante. Je pense que tu l'as dit. Tous les médicaments que ce Taheri a cités, je parle des analogues GLP-1, que ce soit le liraglutide ou le semaglutide. Les GTN, on n'a pas encore assez de preuves, on les laisse de côté, mais c'est essentiellement ces deux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont d'indication que chez le diabétique et l'obèse. Attention, on ne faut pas sortir de cette salle, s'il vous plaît, et on va recevoir demain un malade qui a un profil de stéatose, stéatohépatite, alors qu'il n'est ni diabétique ni obèse, vous allez lui donner du Vectosa. Jamais de la vie. Personne ne vous autorise à le faire. C'est le diabétique et l'obèse, parce que l'AMM est dedans. C'est une AMM pour ces deux indications. Pour les autres, bien sûr, un diabétique qui a une stéatose, je traiterai de manière volontaire par l'un de ces deux médicaments et je demanderai, je prendrai le téléphone et je téléphone à son endocrino. Le malade que j'ai vu, il a une diabète et il a des mouvements de transaminase. J'ai vu qu'il est sous traitement par exemple, le glucophage. Je vous propose de mettre soit le Lyra ou le Sima, on n'a pas encore, ou peut-être associer l'IRA à glucophage. C'est ce qu'on fait, c'est la plupart des malades aujourd'hui diabétiques qui sont en excès de poids. On fait d'une pierre deux coups, donc on gagne beaucoup de choses. Donc c'est une discussion qu'on aura. Mais pour le liraglutide, le semaglutide, aujourd'hui, c'est très bien dit, c'est essentiellement l'obèse. S'il a une NASH, tant mieux, on fera d'une pierre deux coups. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'AMM. Il y a aussi question de dose, et je pense, je vais juste rappeler, pour les doses. C'est pas les mêmes doses chez les obèses qu'en cas de stéatohépatite. En cas de stéatohépatite, la dose du liraglutide, c'est 1,8. Ah oui. La dose de semaglutide, c'est 0,4. Pour l'obèse, la dose du liraglutide, c'est 3 mg. Et pour le semaglutide, la dose, c'est 2,4. 2,4 en une semaine. Pour le Lyra, c'est 3 mg jour. Et pour la stéatose, que ce soit le Lyra ou le SEMA, c'est 1,8 tous les jours en sous-cutané, c'est 0,4 tous les jours en sous-cutané. C'est pas les mêmes doses. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, l'AMM aujourd'hui pour le SEMA et pour le Lyra, c'est pour le diabétique avec ou sans NASH. Tant mieux, s'il a une NASH, on traitera les deux en même temps. On fera d'une pierre Non, deux mais il y a coups. une forme de liraglutide qui est spéciale pour les obèses. Oui, c'est la 3 mg. C'est la 3 mg, c'est le Saxenda, ça existe. Et pour la, Il a déjà l'AMM au Maroc, ils ont juste un problème de prix. Donc, ça, c'est on pour peut perdre le du poids. donner, on peut le donner chez l'obèse non diabétique. Parce que finalement, lorsqu'on perd du poids, c'est Taheri l'a bien dit, lorsque vous perdez moins de 5%, vous allez avoir une résolution de la stéatose, jamais de la NASH, jamais de la fibrose. Si vous perdez entre 5 et 7, vous allez avoir 60% sur la NASH, mais vous allez gagner un peu sur la fibrose. Et sur que vous perdez plus de 10%, vous gagnez et sur la NASH, la stéatohépatite, quelque chose comme 50%, 51% avec le SEMA, et avec la fibrose, c'est 43%, mais ça reste non significatif. Donc, lorsqu'on perd du poids, automatiquement, on gagne sur le foie métabolique. Exactement. Pardon. Madame Smri. Madame Smri. Oui, justement, quelqu'un d'obèse avec une stéatohépatite confirmée, est-ce qu'on passe directement au traitement médical ou on peut quand même tenter un traitement par mesure hygiéno-diététique qu'on faisait depuis bien longtemps? Activité dépend s'il est physique, régime diabétique ou pas. alimentaire et tout ça, ou bien maintenant on passe directement au traitement? Et les diabétiques, ce malade, non? Non, obèse. Il est obèse. Diabétique, ça ne pose pas de problème. Les il faut le règles traiter. hygiéno-diététiques, ils font partie de tous les protocoles, même si, bon, vous démarrez avec Est-ce que le régime. traitement médical est donné du moment qu'on pose le diagnostic Non. ou on Non, peut non. quand même se donner un On peut se intervalle? donner un délai, mais ça dépend. Si vous avez quelqu'un qui a un BMI à 35 qui est menaçant, bah,
Ça, le régime, vous savez que ça va pas marcher. Ou l'exercice physique. Hein. Oui, oui. Exactement ça. Faut réduire l'apport. Exactement. L'exercice physique ne fait pas maigrir. C'est le nombre de calories apportées qui sont importantes. Parce que parfois, les malades vous posent la question si, comme par hasard, éviter un seul aliment va améliorer les choses. Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Je dis, mange en quantité modérée, plutôt. D'accord? Il n'y a pas d'aliment qui est très mauvais. Il y a plutôt, c'est la quantité, c'est l'apport calorique qu'il faut combattre en premier. Je voudrais juste préciser une petite remarque que tu as faite tout à l'heure par rapport au dépistage chez les sujets à haut risque, c'est-à-dire les diabétiques, les obèses compliqués et ceux qui ont une âge dans les antécédents avec cirrhose. On fait les tests non invasifs chez les gens qui ont de la stéatose à l'échographie obligatoire. Tout le monde, je viens de me voir, je fais une échographie, je trouve une stéatose, je fais un FIB4, c'est obligatoire. J'ai un mouvement de transaminase chez quelqu'un qui vient me voir en consultation, je fais un FIB4, c'est obligatoire. Mais c'est ces gens-là, je parle du diabétique de type 2, de l'obèse ou de malade qui a une consommation d'alcool modérée ou chez le patient qui a dans les antécédents familiaux au premier degré quelqu'un qui a une cirrhose avec NASH, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de stéatose à l'écho, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de mouvement de transaminase, il doit avoir un FIB4. Voilà le message. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, C'est juste pour expliquer ce que j'entends par dépister les sujets à risque. Dans la première catégorie, on est dans le diagnostic, il y a de la stéatose à l'écho, je dois faire mon FIB4, il y a de la cytolyse, je dois faire ça, c'est du diagnostic. Mais là, on fait du dépistage. Il n'a ni cytolyse, à l'écho, il n'a pas de stéatose. Il aura son FIB4. S'il est diabétique, s'il est obèse, s'il consomme de manière modérée l'alcool et s'il a des antécédents de cirrhose sur NASH dans la famille premier degré. alors justement, pour revenir à la thérapeutique chez le patient qui n'est pas diabétique, qui est obèse ou non. Alors, si on a bien entendu, le liraglutide n'a pas encore d'indication formelle. Pas d'AMM. Non. Alors, il n'y a que l'activité physique et peut-être aussi la chirurgie bariatrique. Vous n'en avez pas parlé. La vitamine E, ce n'est pas diabétique. C'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, on voit que l'effet est modeste. Hein. Alors, je répète, liraglutide, il y a une forme qui est dédiée pour l'obésité sans diabète. C'est la dose à 3 mg. On peut le donner chez l'obèse sans qu'il soit diabétique. C'est-à-dire qu'on peut donner le liraglutide chez quelqu'un qui est obèse, non diabétique, mais c'est une présentation qui est particulière. C'est celle de 3 mg. Je vous ai dit, elle a l'AMM au Maroc, elle n'est pas encore sur les marchés. Ce qu'on a maintenant, c'est le Victoza, c'est uniquement pour le diabétique. Non, il est à 0,6 mg. Vous faites le calcul pour arriver à 3 mg, mais vous n'avez pas l'AMM. D'accord? Bien sûr, bien sûr. Mais de toutes les façons, je pense que l'AMM pour le liraglutide, même les généralistes, les médecins généralistes sont autorisés à prescrire. Donc voilà. L'obèse, exactement. Chez l'obèse. Sport, régime. Sport. Mesure régionétique, il faut qu'il perde du poids. Si elle perd du poids, madame, regarde, si elle perd 5% de son poids, il aura 60% de résolution de la stéatose. S'il perd 5 à 10%, il aura... Donc c'est le sport et régime. Il n'est ni diabétique ni obèse. Non, ni diabétique, ni obèse. Bien sûr, c'est sport et régime. Sport et régime. Tu auras que la vitamine E dans ce cas-là. Avec son effet modeste. Avec son effet modeste, avec tous les écueils qu'a la vitamine E. Ben vous avez de liraglutide. C'est le traitement du diabète. C'est le liraglutide, la pioglitazone et tout le reste. les inhibiteurs de la SGLT. Donc en gros, il faudrait toujours voir est-ce qu'il y a de l'obésité, est-ce qu'il y a du diabète. Exactement. D'accord. Donc vous êtes dans 3 situations avec diabète, avec obésité et sans diabète et sans obésité, mais c'est une minorité. Ceux qui n'ont ni diabète ni obésité, Très bien. c'est pas la règle. Je pense qu'on peut. Professeur Hliwa. Je vois que la coopération entre gastro et endocrino, ça se voit. Mais pour le cardiologue, Ça se doit. ça se voit. Ça se doit. Oui, voilà. La question, qui c'est qui doit envoyer le patient? Est-ce que c'est l'hépatologue? Est-ce que c'est l'endocrino, etc. Maintenant, le cardiologue. Parce que quand vous avez parlé, c'est toujours est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est obèse, etc. Mais ça sort pas le fait est-ce qu'il est hypertendu ou non. Quelle est la place du cardiologue dans ce cas? C'est juste le dépistage pour la prescription, etc. Tu sais,
Madame, vous avez touché un élément très important et je te félicite de l'avoir touché. La mortalité chez les malades qui ont du syndrome métabolique, C'est le cœur. c'est pas la cirrhose, c'est beaucoup plus les accidents cardiovasculaires. Et tout patient qui a un foie métabolique, notamment les diabétiques, l'hypertendu et les dyslipidémiques, je pense qu'une évaluation cardiovasculaire s'impose et bien sûr, il faut évaluer le risque parce que ces malades ont le risque de faire une hépatopathie avec toutes les conséquences, mais ils ont aussi et surtout un risque de mourir par accident cardiovasculaire. On aura probablement, dans l'avenir, c'est une étude phase 3 qui est en cours, se confirme parce qu'il y a eu 2 essais pilotes sur les analogues les SGTL1, c'est-à-dire les glyphosines, c'est bien ça. Ils ont un effet, tu sais qu'ils ont un effet, comment ils traitent le diabète et l'insuffisance cardiaque. Ils éliminent l'eau en excès. Ces molécules-là, on élimine le sucre dans les urines, mais on élimine aussi de l'eau. C'est pourquoi il y a un risque de déshydratation lorsqu'on prie, et c'est pourquoi les cardiologues les utilisent dans l'insuffisance cardiaque. Il y a eu 2 essais pilotes sur 12, j'ai les études, où l'acide sur le malade cirrhotique se traite par ces molécules. Ça réduit l'acide et ça remplace les diurétiques, et ça fait mieux que les diurétiques. C'est la raison pour laquelle il y a une grande étude, phase 3, lancée aujourd'hui, la place de ces nouvelles molécules dans le traitement de syndrome œdémateux acétique chez le cirrhotique. Restons vigiles. Théoriquement, dans l'AMM, j'ai lu l'AMM, c'est contre-indiqué chez les cirrhotiques décompensés, c'est ce qu'ils ont mis pour les cardiologues, mais aujourd'hui, ils sont en train de la tester chez les malades qui ont une cirrhose décompensée avec syndrome œdémateux acétique. Et il se peut que dans l'avenir, on travaillera aussi avec les cardiologues et pas seulement avec les endocriniens. Peut-être. On est pris par le temps. J'ai mis là, c'est le patient, il est entre endocrino, hépato, diététicien et cardio, parce que c'est des molécules que les cardio utilisent fréquemment. Maintenant, c'est probablement dans chez les gens qui sont très bien informés, l'iraglutide et les inhibiteurs de la SGLT2 sont les molécules les plus prescrites pour aussi des effets sur l'insuffisance cardiaque à pression normale. J'ai eu une discussion récemment avec un cardio qui est très reconnu, il ne joue que par ça pour les inhibiteurs de la SGLT2. Ah oui, les cardiologues, ils utilisent maintenant prescription facile, hein. On remercie professeur Benezzouz et professeur Taheri